gendarmes ont pris d'assaut les institutions maliennes et ont procédé à l'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta et du Premier ministre Bouba Cissé. Une folle journée vécue par les Maliens qui exultent dans les rues de la capitale, Bamako. Après ces événements, vous verrez dans ce journal comment le pouvoir a basculé entre les mains des militaires dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. La réaction de la communauté internationale, c'est à suivre dans ce journal. Vous suivrez également ce soir un focus sur la réaction du ministre de l'administration territoriale au regard de la recrudescence des violences meurtrières. Il vient de restreindre l'achat, l'utilisation des armes blanches dans le nord-ouest et le sud-ouest. Quelles sont ces nouvelles dispositions? Cela va-t-il réduire les violences meurtrières? Élément de réponse au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ces images d'un convoi sortant de la résidence du président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali après des heures où il y a eu un assaut mené par des militaires, des gendarmes, des policiers et les civils qui ont campé devant la résidence du président Ibrahim Boubacar Keïta durant toute la journée. Ils ont dénoncé depuis plusieurs mois une mauvaise gestion du pays, demandant la démission du président malien. Durant cette journée également, il y a eu les réactions de la communauté internationale. Vous le voyez en image, comment les populations civiles exultent après cette scène où des militaires disent avoir procédé à l'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Bouba Cissé. D'abord, le premier point sur les scènes qui se sont déroulées ce matin. Tout est parti d'une mutinerie dans un camp militaire à Bamako, la capitale du Mali, en Afrique de l'Ouest. On fait le point d'abord avec Nadine Yambou. Contesté depuis quelques mois, le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta vient de subir une nouvelle attaque armée. Des hommes lourdement armés à bord d'une dizaine de pick-up ont fait irruption au camp militaire Soundiata Keïta de Kati, situé à près de 15 km de Bamako, ouvrant le feu. Des soldats en faction ont aussitôt riposté. Et la circulation demeure paralysée dans plusieurs villes, de même que les deux axes qui mènent à Bamako sont bouclés par les militaires. Selon le gouvernement malien, il s'agit d'une mutinerie de l'armée, avec à la tête plusieurs officiers. Et plusieurs hauts gradés de l'armée malienne auraient été interpellés par mesure de sécurité. Jusqu'ici, aucune raison n'a été évoquée sur les raisons de ce mécontentement. À Bamako, la capitale, plusieurs représentations diplomatiques présentes au Mali ont émis des messages d'alerte demandant à leurs ressortissants de rester chez eux au regard des tensions enregistrées dans le pays. Plusieurs bâtiments administratifs tels que le Premier ministère et la télévision nationale ont été évacués. C'est dans ce même camp militaire qu'était partie une mutinerie en 2012 ayant conduit à un coup d'État militaire. Ces incidents surviennent au moment où le président Ibrahim Boubacar Keïta est soumis à une pression accrue de la rue. Le mouvement du 5, le rassemblement des forces patriotiques qui mène la contestation depuis le mois de juin, exige sa démission. Cette coalition de leaders d'opposition et membres de la société civile refuse de se plier aux exigences de la CEDEAO, dénonçant une mauvaise gestion du pays, la corruption et l'échec de la résolution du conflit djihadiste. Au Mali, la situation demeure confuse. Le pays vit les pires moments de son histoire avec des multiples manifestations. Et les violences enregistrées ces derniers jours dans le pays ont déjà fait plus d'une vingtaine de morts et plus de 150 blessés. Et dès les premières heures de ce mardi, la CEDEAO a indiqué qu'elle suit avec grande préoccupation les développements en cours au Mali depuis la matinée de ce 18 août, avec une mutinerie déclenchée dans un contexte sociopolitique déjà très complexe. Dans un communiqué, elle note que cette mutinerie intervient alors que depuis plusieurs mois, la CEDEAO entreprend des initiatives et déploie des efforts de médiation entre toutes les parties prenantes.
Aussi, la CEDEAO appelle-t-elle les militaires à regagner sans délai leur caserne en demandant à toutes les parties prenantes maliennes à privilégier le dialogue pour résoudre la crise que traverse ce pays. La CEDEAO rappelle sa ferme opposition à tout changement politique anticonstitutionnel et invite les militaires à demeurer dans une posture républicaine. En tout état de cause, précise la CEDEAO, elle condamne vigoureusement la tentative en cours et prendra toutes les mesures et actions nécessaires à la restauration de l'ordre constitutionnel par le rétablissement des institutions démocratiquement élues conformément aux dispositions de son protocole additionnel de la bonne gouvernance et la démocratie. Par ailleurs, la CEDEAO réitère sa disponibilité en rapport avec les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et tous les partenaires multilatéraux et bilatéraux du Mali de continuer à accompagner les parties prenantes maliennes dans leurs efforts pour résoudre la crise. C'est un communiqué signé de la CEDEAO qui a été rendu public en matinée et en début de soirée. Le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre chef du gouvernement ont été arrêtés après des heures passées dans leur résidence, une résidence prise d'assaut par des militaires, policiers, gendarmes et des populations civiles, tous réclamant sa démission. Ces images exclusives et le récit de cette folle journée, c'est avec Jean-Paul Chouniat. Scène de liesse populaire dans les rues de Bamako, la capitale du Mali. La mutinerie qui a éclaté en fin de matinée a finalement eu raison du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé. Il n'y aura aucun gouvernement, il n'y aura aucun régime qui va être loyal, qui va être honnête, qui va remettre les conditions, qui va mettre les conditions en place pour son peuple, tant que le peuple ne s'assume pas. Les deux hommes ont été mis aux arrêts par un groupe de militaires armés en fin d'après-midi. Selon des sources à Bamako, la chute de l'ex-homme fort est partie du limogeage d'un haut gradé de l'armée. La mise à l'écart de cet officier supérieur serait à l'origine des bruits de bottes et coups de feu qui ont secoué le camp militaire Soundiata Keïta de Kati, situé à 15 km à la périphérie de Bamako. Les mutins ont aussi procédé à l'arrestation de plusieurs hauts gradés de l'armée jugés fidèles au président Ibeka. Les militaires qui sont au niveau de la défense, Oulouni Kalama Yalala, à travers également un renfort qui a quitté, principalement le renfort des Brés Rouges qui a quitté, comment dirais-je, à Samako. Ils sont venus en très nombre pour venir appuyer le ministre de la Défense pour prendre le relais. Donc techniquement, les pro-Ibeka, il me semble qu'il y a un camp qui est là, qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe en fait, qui sont avec Ibeka. Depuis sa réélection à la tête du pays en 2018, l'opposition malienne et la rue exigeaient le départ sans condition d'Ibrahim Boubacar Keïta du pouvoir, suite aux irrégularités dénoncées lors des récentes élections législatives. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a tenté sans succès de sauver la paix au Mali. C'est désormais la confusion qui règne dans tout le pays. Et la France a pris connaissance avec inquiétude de cette mutinerie et qui s'est engagée aujourd'hui à Kati au Mali et condamne avec la plus grande fermeté ces événements graves. À cet égard, la France partage pleinement la position exprimée par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, dans le communiqué qu'elle a rendu public en début de journée. Et la France également appelle au maintien de l'ordre constitutionnel et exhorte les militaires à regagner sans délai leur caserne. La France réaffirme avec force son plein attachement à la souveraineté et la démocratie malienne. Les autorités françaises notent qu'au plus haut niveau, elles restent très attentives à l'évolution de la situation au Mali. Le représentant des États-Unis au Sahel a également exprimé sa vive préoccupation au regard de ce coup d'État qui s'est déroulé durant toute la journée au Mali. Cela fait plusieurs mois que les populations civiles, la classe politique, notamment celle de l'opposition, déplorent une malgouvernance criarde au Mali, réclamant la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Dans l'actualité, au Cameroun, c'est la psychose des attentats à Yaoundé. La capitale camerounaise est certes calme, mais la peur gagne certains esprits au lendemain des explosions de bombes artisanales. Une situation jamais vécue même au plus fort de la lutte contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun. Je vous propose de suivre l'analyse signée Gizogo. Ce n'est plus un doute, la psychose des attentats à la bombe a gagné nombre de Camerounais.
notamment dans la capitale. L'illustration parfaite est apportée par l'affaire de la prétendue bombe découverte dans un colis au ministère de la Fonction publique. Dans l'emballement qui a suivi, le ministre Joseph Lé, bien que journaliste, a aussi perdu son sang-froid, concluant sans embâche à une bombe artisanale découverte dans son département ministériel. À l'heure qu'il est, la thèse la plus crédible fait état d'un incident provoqué par un minuteur anti-diabète. C'est bien là l'expression d'une peur panique qui s'est emparée insidieusement de la capitale depuis que des engins artisanaux y explosent régulièrement à plusieurs endroits. Avec cette donne, c'est le constat d'un développement inédit qui n'a pas été vu, même au plus fort de la lutte contre Boko Haram, qui peut être fait. Jamais la capitale ne s'est trouvée ainsi prise au dépourvu, bien que la menace fût réelle. À partir de ce moment, personne ne peut douter de la complexité de cette question, d'autant que ces attentats n'ont été revendiqués par personne, même si d'aucuns les attribuent sans détour aux séparatistes. Si c'était bien eux, les auteurs de ces attaques, cela confirmerait le degré de dangerosité suprême atteint par la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et pour de bon, il serait urgent plus que jamais d'y apporter enfin une réponse politique. La recrudescence des attentats terroristes sur le théâtre de la crise anglophone amène le ministre de l'administration territoriale à restreindre l'achat, l'utilisation et la possession des armes blanches dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour la Tanganyika, demande au gouverneur de ces deux régions en guerre de prendre des mesures conservatoires à cet effet. Selon le ministre de l'administration territoriale, tout citoyen désirant acheter une machette devra obtenir au préalable une autorisation auprès du sous-préfet. Il devra justifier d'une activité agricole avant toute acquisition à la quincaillerie ou au magasin. Le vendeur est appelé à identifier l'acheteur, retenir son numéro de téléphone, la situation de son domicile et une copie de sa carte nationale d'identité. Même l'achat du fer à béton est désormais soumis aux mêmes conditions d'autorisation et d'identification. Ces mesures doivent être appliquées pendant une période de 4 mois, éventuellement renouvelable, a indiqué le ministre de l'administration territoriale. Allons à l'extrême nord du Cameroun, là où la réception, l'offre des logements sociaux pose problème aux jeunes Camerounais, notamment aux travailleurs, et déplore la cherté dans le cadre de l'acquisition de ces logements sociaux dont certains ont été offerts aux premiers bénéficiaires. À Maroua, à l'extrême nord du Cameroun, des précisions avec Amadou Daïrou, Eric Ouattat et Xavier Foka. Alors que le gouvernement camerounais s'investit de plus en plus dans un programme de construction des milliers de logements sociaux dans différentes villes du pays, des citoyens ne savent plus réellement à qui sont destinés les 10 logements. Au lieu de consacrer ces logements sociaux à des familles un peu vulnérables, plutôt que c'est des familles encore plus nantis qui s'en approprient. Une réalité qui contraste avec l'objectif de départ visé par ce projet. Ce problème a encore été soulevé à Maroua, alors que Célestine Ketia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a procédé à la visite et à la remise partielle des clés des logements sociaux situés au lieu dit Sekadi. S'il s'avère que ces logements sociaux ne sont pas justement, n'ont pas atteint justement la cible, c'est-à-dire les populations vulnérables, ça veut dire que l'instance exécutoire a échoué. À cette même occasion, le gouverneur Mindi Awa Bakari, le préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekowa-Marga, et le directeur de la SIC, Amadou Sardouna, ont accompagné Célestine Ketia-Cortez pour la visite d'autres infrastructures. Remettre les clés de l'école maternelle et primaire qui comporte 20 salles de classe, qui peut, pourquoi pas, dans le cadre de la solidarité, accueillir un CES pour qu'on ait un cycle complet. Et le centre de santé, d'avoir des logements décents pour accueillir nos frères mis en quarantaine ou qui devraient être pris en charge. En attendant de vivre la réalité de Maroua en ce qui concerne ces logements sociaux, dont le taux de réalisation est estimé à 93%, d'autres projets sont en cours, notamment celui de la construction de 2 grands supermarchés ultramodernes. Dans l'attente des résultats officiels des examens de fin d'année, de nombreux enfants sont dans les espaces marchands pour se livrer au petit commerce et d'autres activités génératrices de revenus. Ils sont malgré tout à la merci des intempéries. Constat fait au marché Ndokbassi dans le 3e arrondissement de Douala. C'est un reportage signé Eric Ouattat et Julienne Berthebissaille.
Depuis l'arrêt des cours au mois de mars, la plupart des élèves des classes intermédiaires étaient déjà en vacances. La majorité a même démarré des activités génératrices de revenus. C'est le cas de Brandon, qui vend au marché de Ndokpassi 3. Je vends les pommes depuis 5 mois. On a parfois, je vends le soir 800 000 francs. Ça dépend des gros et des moyens. Bon, le jour qu'elle finit un sac de 3 000, si elle finit, il y a un. Comme lui, plusieurs jeunes de son âge sont à la recherche des moyens financiers pour leur prochaine rentrée scolaire. Les taxes que vous voyez, c'est 500 francs. Ça dépend du marché. Si le marché est bon, il peut même avoir vendre 4 500, 6 000. Et avant les citrons, parce que les clients achètent beaucoup. En année, peut gagner même 2 000, même 1 000 francs. Si certains trouvent leur compte dans la vente des fruits et féculents, d'aucuns préfèrent des épices et disent avoir même des astuces pour attirer la clientèle. Bon, ça fait 3 ans aujourd'hui que je le fais. Je vends ces condiments. Non, j'ai vendu le condiment juste parce qu'il y a un grand frère qui m'a intégré dans ça. Et il gagnait un peu, ça rapporte un peu plus que de l'eau glacée, quoi. Et ça m'aide beaucoup aussi. Pour la recette, ça dépend comment tu vends, quoi. Tu peux gagner 4 000 si tu ne vends pas bien, tu peux gagner 4 000. Si tu vends bien, tu peux gagner même 8 000, 9 000. Ça dépend comment tu sais que tu gagnes. Non, chez nous, on a appelé la clientèle. Si le client complique, tu cherches un petit, tu mets ça pour flatter qu'il revienne demain encore te lancer. Mais si tu ne fais pas ça, en fait, tu n'as pas le client, tu ne vas rien vendre, quoi. Sous le soleil comme la pluie, ces enfants sont parfois victimes de duperies au quotidien. Oui, on me trouve souvent, on me donne les faux pieds. Parfois les 2 000 là, 5 000 parfois. En attendant la reprise des cours en octobre prochain, ces jeunes vendeurs ont presque 2 mois pour faire de bonnes affaires. Dans le reste de l'actualité, au regard de la destruction de la réserve forestière de Melap dans le département du Noun, l'armée y mène une action de reboisement. Le ministère de la Défense et des soldats camerounais plantent des arbres pour lutter contre les impacts négatifs des changements climatiques et bien d'autres problèmes qui se posent dans cette localité. Des précisions avec Joël Essengue et Guy Zogo. C'est le branle-bas pour le sauvetage de la réserve forestière de Melap, située dans le département du Noun, assise entre les arrondissements de Fumban et Ndjemoun. Le ministère de la Défense vient d'y conduire une action de restauration de cette réserve forestière de 1700 hectares créée en 1947 au vu des menaces qui planent sur elle. En 2015, au regard des attaques que cette réserve subissait par plusieurs acteurs qui voulaient se l'approprier pour certains par des méthodes irrégulières, le ministère des Forêts a transféré cette réserve en gestion à la NAFOR. La mission qui nous avait été confiée par le ministère des Forêts était de la sécuriser, de la restaurer et puis de la valoriser. Sur le terrain, outre l'Agence nationale des forêts, ANAFOR, chargée de coordonner cette opération, les acteurs de la restauration se sont recrutés parmi le millier de sous-officiers du contingent 2019 de l'armée camerounaise. Il s'agit d'une activité civilo-militaire initiée par le ministre de la Défense. Il s'agit ici d'une action de reboisement dont nous avons défriché, nous avons procédé à la trouaison et nous avons fait le planting. Pour l'Agence nationale des forêts, cette opération va au-delà de ses espérances, tant l'engagement du ministère de la Défense s'avère déterminant. La main tendue que nous avions fait au ministère de la Défense a été captée favorablement. Le CIESO, à travers son commandement, a favorablement répondu à notre appel et est allé même au-delà de nos attentes. À notre avis, on pensait que c'était une opération comme on a l'habitude. On plante 10 arbres, on repart. Et cette fois-ci, on a fait 12 hectares. Au-delà de cette restauration, l'aspect économique occupe aussi une place essentielle. Au-delà de l'aspect purement environnemental, ça va améliorer le microclimat, mais ça attaque également la problématique économique. Ce sont ces eucalyptus que nous avons plantés aujourd'hui qui pourraient, dans 10 ou 15 ans, transporter l'énergie pour nos maisons. Cette première phase de restauration de la réserve forestière de Melap a couru du 6 au 14 août.
Une maison familiale détruite, ses occupants expulsés de force et la maison en question vendue dans des circonstances où les enfants se déchirent autour de la gestion des biens de leur défunt père. De telles scènes se multiplient au Cameroun. Elle vient encore de se dérouler dans la région de l'Ouest, là où toute une famille a été mise à la porte et le domicile détruit au grand désarroi des occupants. Des précisions avec le Clé Sakem. Une nuit à la belle étoile, c'est la triste expérience à laquelle a été confrontée lundi 17 août 2020 maman Berthe Mamiefo et enfant. Aux premières heures de la matinée, cette mère de famille malade a été surprise de voir débarquer une horde de gendarmes au domicile de ses parents qu'elle occupe. La visite des hommes en tenue n'avait nullement rien de courtoisie. Le matin, j'étais à la maison, j'étais en train de nettoyer la maison. Je vois juste les policiers qui arrivent, ils se croisent 5 comme ça. Le commandant, quand je suis à toquer à la porte, j'ai ouvert, je vois un homme en tenue, il me dit qu'il est le commandant de la brigade terre et qu'il est venu pour nous faire sortir de la maison. Apparemment, on a envoyé de venir nous demander de sortir de la maison. Je vais appeler maman pour la dire puisqu'elle était en vie, elle était sortie. Je l'ai appelée, elle a un peu traîné parce qu'elle était loin. En venant qu'ils avaient déjà commencé à faire sortir des choses. Bon, depuis que c'est arrivé, la maman est seulement couchée dedans puisqu'elle était tendue. Elle ne se sent pas très bien. Comme atteste ce document, cette action s'inscrivait à la suite de la décision rendue par la Cour d'appel de l'Ouest le 7 août dernier. Le tribunal de Bafoussam est venu nous expulser de la maison familiale que mon grand frère Foutier Charles, avec Foucault Constant, avait entamé la procédure de vente en 2014. Et Foucault Constant et moi en 2015, Charles Foutier s'est autoproclamé le gestionnaire de biens. Entre-temps, ce qu'il avait commencé avec l'héritier qu'il avait mandaté, il a continué la procédure où aujourd'hui là, on nous a expliqué. L'acheteur a donné 3 mois à Foutier Charles de nous informer que la maison est déjà vendue. Mais il ne nous a pas informés. 3 mois sont passés, il ne nous a pas informés. C'est à quelques 2 ou 3 jours que j'ai appris qu'il est comme ça. On a 7 jours pour sortir de la maison et voici ce lundi, on nous a mis dehors. Une partie des enfants crie au scandale. Elle ne comprend sur la base de quoi ou de quel argument juridique la concubine de leur défunt frère a pu convaincre quelqu'un d'acheter une parcelle dans laquelle elle n'est impliquée ni de près ni de loin et où, ostentatoirement marquée, maison familiale interdite de vendre. Toutes les réunions qu'il a fait, toutes les procédures qu'ils ont fait au tribunal, nous n'avons été informés de rien. Monsieur Foutier Charles a dit que notre terrain n'a pas de titre foncier. Et pourtant, il y a un titre foncier. Papa avait fait un titre foncier. Tous les ayants droit, est-ce qu'ils ont été associés dans la procédure? Ils n'ont pas été associés. Papa a fait 16 enfants. Ces derniers ne sont pas prêts à baisser les bras. Ils disent être convaincus de ce qu'il y a du flou dans la vente de leur parcelle commune par une personne qui n'a pas qualité avec la complicité de certaines autorités judiciaires. Plus de la moitié des enfants en âge scolaire ne disposent pas d'acte de naissance dans le département du Mbamekim, situation également préoccupante pour ce qui est des autres actes d'état civil et les actes de mariage et de décès. La société civile s'est mobilisée aux côtés des autorités administratives afin d'inciter les populations à légaliser à la fois leur union mais également donner une protection juridique à leurs différents enfants. Évocation avec Charles Milingui et Marcelin Gansop. L'établissement des actes d'état civil n'est pas la chose la mieux partagée dans le département du Bas-Mekim. L'exemple des actes de naissance qui font défaut à des milliers d'enfants. Petit aperçu du phénomène à l'école d'application inclusive de Ntui. Nous avons 489 élèves de la cellule jusqu'au Koumandé. Mais nous avons enregistré jusqu'ici 295 qui n'ont pas leur acte de naissance. Si nous appuyons sur les machines, nous sommes pratiquement à 59,91% d'élèves qui ne possèdent pas leur acte de naissance. Nous sommes obligés malheureusement de les prendre sans ce document officiel. Selon une étude menée par l'ONG Global Village Cameroun, aucun des 5 arrondissements du Bas-Mekim n'est bien loti en matière d'accès des populations aux actes d'état civil et particulièrement les actes de naissance. On en arrive à trouver des enfants âgés jusqu'à 14 ans qui n'ont pas le précieux sésame.
C'est à se demander ce qui fait problème. Les populations ont pris l'habitude de ne pas déclarer d'abord de naissance. Et puis quand ils ont besoin d'un acte d'état civil, ils vont plutôt au quartier pour qu'on leur fasse des actes qui sont falsifiés. Donc ce problème est récurrent. Je crois que c'est dû à l'ignorance d'une part. Bon, l'argent, l'état civil est gratuit, donc ça ne saurait être un problème d'argent. Peut-être c'est à partir de la naissance, dans les hôpitaux que les gens ont négligé. Vous savez déjà que lorsque on fait un enfant au quartier, il y a tout un processus à suivre pour que l'enfant ait l'acte de naissance. Quand l'enfant a déjà passé 1 mois, 2 mois au quartier, ça devient très compliqué. Si ça fait 6 mois, vous savez, il faut passer par la justice. Et ils trouvaient ça un peu pénible parce que ça demande un peu d'argent pour arriver au niveau de la justice. Voilà un peu le découragement des parents parce que ici à tel part, le jour où l'enfant est né, ils ne suivent pas. Il en est des actes de naissance, comme des actes de mariage et de décès. Tenez, dans l'arrondissement de Ntui, seulement 200 couples sur 1000 sont mariés à l'état civil, pendant que dans l'arrondissement de Ngambetika, 88% des décès ne sont pas déclarés. C'est suffisamment grave pour que l'on continue à croiser les bras. D'où l'urgence de faire quelque chose pour inverser cette courbe inquiétante. Telle est l'ambition du projet d'appui à l'accès aux actes d'état civil par les citoyens fantômes du Bamekim. Projet porté par l'ONG Global Village Cameroun. Nos équipes vont se déployer dans les 5 arrondissements du Bamekim. Donc, nous avons Tui, Ngoro, Bangassina, Yoko, Ngambetika. Pour ceux qui connaissent la zone, c'est des zones fortement enclavées. Et pendant ce processus de facilitation, nous allons justement collecter pour ceux qui sont dans le besoin les demandes d'établissement d'actes d'état civil. Et au sortir du processus, nous allons justement accompagner ces bénéficiaires à délivrer les actes d'état civil à travers justement l'organisation des audiences foraines avec jugement supplétif. On va également faciliter l'organisation des mariages collectifs. Si le préfet du Bamekim estime que l'appellation citoyen fantôme est un peu exagérée, il trouve cependant inadmissible que les populations tournent autant le dos aux actes d'état civil, pourtant indispensables à plus d'un titre. C'est l'acte d'état civil qui est au centre de tout ce qu'un être humain peut faire dans sa vie. Que vous puissiez aller à l'école, vous inscrire à l'école, c'est à partir de l'acte d'état civil. Pour que vous puissiez bénéficier de l'établissement d'une carte nationale d'identité, il vous faut un acte d'état civil. Pour que vous puissiez même obtenir tous les autres documents, passeports et autres pour ceux qui voyagent, il vous faut absolument un acte d'état civil. Vous comprenez donc avec moi que l'acte de naissance est fondamental. Et tout ce qu'un être humain peut faire dans sa vie part de l'acte de naissance. Il est à espérer que le projet lancé en Tui portera les fruits escomptés. À charge pour les populations concernées de jouer leur partition, les autorités locales devant également jouer la leur. C'est pourquoi nous avons pensé dans le cadre de ce projet de former des relais communautaires qui sont en quelque sorte des facilitateurs qui vont justement nous permettre d'intensifier l'activité de facilitation. Nous allons commencer à réfléchir, à sensibiliser les populations pour qu'elles déclarent les naissances dès qu'elles surviennent dans les familles. Bon, l'initiative de Global Village va nous permettre d'enregistrer le plus grand nombre d'enfants et quoi qu'on pourra pallier à ce fléau-là. Nous avons donné des instructions au chef centre décentré que ce soit une obligation de, n'est-ce pas, faire des déclarations pour que ça arrive à notre niveau pour établir. Parce que là, on ne perd plus le temps, on doit établir les actes de naissance. L'ignorance, doublée de la négligence des parents, l'enclavement des villages, les accouchements à domicile et l'insuffisance des centres d'état civil ne sauraient tout justifier au point de prendre le dessus sur l'essentiel, à savoir l'obligation de déclaration des naissances, point de départ de l'établissement de l'acte de naissance, lui-même indispensable à l'établissement d'autres actes d'état civil, sans compter que c'est un passeport pour la vie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Duval Fangoa et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Duval. Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, a perdu le pouvoir. Il a été arrêté par des militaires qui organisent une mutinerie depuis ce matin à Bamako. Les mutins disent avoir pris le contrôle de l'État malien après, vous l'avez indiqué, une mutinerie qui a démarré dans le camp militaire situé à Kati, là où ont été transportés à la fois le président Ibeka, son premier ministre et son fils, un député. Plusieurs membres du gouvernement ont également été arrêtés, ainsi que des hauts gradés de l'armée.
Les mutins disent ainsi exprimer leur frustration et rejoindre les populations dans le mouvement de revendication qui porte essentiellement sur la critique de la gouvernance au Mali depuis plusieurs mois. Plusieurs mouvements organisés qui ont enfin obtenu, disent-ils, le départ et le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta. La CEDEAO a dénoncé un coup d'État anticonstitutionnel et demandé que l'ordre constitutionnel soit respecté. La France a exprimé ses préoccupations. Les pays voisins également suivent de près la situation au Mali. Et dans les rues ce soir, ce sont des Maliens qui scandent des cris de joie après cette arrestation annoncée du président Ibrahim Boubacar Keïta. Duval. Sur place ici au Cameroun, désormais on vous identifie avant de vous vendre une machette, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faut aussi avoir une autorisation préalable du sous-préfet si vous souhaitez obtenir une machette. Il faut également être détenteur d'un champ qui pourrait justifier la raison de l'achat de cette arme blanche pour procéder à des travaux dans votre exploitation agricole. Les mêmes dispositions sont appliquées pour ceux qui souhaitent acheter du fer à béton. Selon le ministre de l'administration territoriale, ce sont des instruments, des outils utilisés par des terroristes dans le nord-ouest et le sud-ouest. La mesure sera en vigueur durant 4 mois, éventuellement renouvelable, et les éventuels contrevenants n'ont qu'à bien se tenir, a indiqué le ministre dans la correspondance adressée aux gouverneurs du sud-ouest et du nord-ouest. Duval. Voilà, ce sera l'essentiel du débrief. Merci pour cette nouvelle édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Bonne soirée Cédric. Bonne soirée Duval.